Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leur parcours, leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités et d'histoires remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Marie Bochet. Marie est la grande championne du ski paralympique, puisqu'elle a cumulé 8 médailles olympiques sur toutes les disciplines, ainsi que 20 titres de championne du monde. Vous avez bien entendu, 20 titres de championne du monde. Son aura l'a aussi amenée à devenir porte-drapeau de l'équipe de France de ski paralympique. Sur la plupart des interviews, les journalistes lui parlent beaucoup de son handicap, de ses titres. Alors comme j'avais un petit peu envie de sortir des sentiers battus, vous constaterez que l'on a discuté de tout, de rien, mais surtout d'autres sujets. Marie est une superbe athlète, humble, souriante, combative, donc je pense que vous avez beaucoup à apprendre de cette interview. D'ailleurs, si vous aimez cet épisode avec Marie, sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende, car moi aussi j'ai beaucoup d'ambition. Donc si vous aimez cet épisode, pensez d'abord à en parler autour de vous, pensez ensuite à vous abonner pour ne pas louper les prochains et à donner des étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus, notamment pour vous proposer des sportifs de plus en plus inspirants à chaque épisode. Je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, le podcast a aussi une newsletter que vous pouvez trouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte dans les résultats de recherche. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour, Marie Bochet. Salut Marie. Salut. Écoute, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de te rencontrer parce que une personne que j'ai beaucoup appréciée m'a dit beaucoup de bien de toi. Et cette personne, on vient d'en parler, c'est Marie-Amélie Le Fur, qui est passée sur ce podcast. Et on avait parlé pendant quelques minutes de toi et elle m'a dit il faut absolument que tu la rencontres. Et du coup, je suis vraiment hyper content de faire cette interview. Comme je te l'avais dit un petit peu avant, il y a une question qui revient un petit peu au début. La première, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors, mon premier souvenir de sport, en fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir une mémoire un peu à court terme. Et du coup, je vais avoir du mal à me souvenir de moments très précis de mon enfance. Mais il y a un souvenir qui me revient à chaque fois, c'était la pause pique-nique de nos sorties ski de fond avec l'école. Je sais pas pourquoi, mais c'était des beaux moments. En fait, on était contents d'aller au ski, en fait, tous ensemble. Et puis c'était ces moments un petit peu de partage, en fait. Pour moi, le sport, mes premiers souvenirs de sport, c'était plus des souvenirs de partage plus que de performance ou de sensation. Ok, les copains, du coup. Ouais, les copains, exactement. Et c'est vrai que c'était, je sais pas pourquoi. Alors, pourquoi la pause pique-nique, je sais pas exactement, mais, mais en tout cas, ouais, je me souviens de ces sorties-là, en fait, plutôt du sport scolaire avant le sport de compétition. Ok. Et du coup, t'as mentionné le ski de fond. T'as commencé par le ski de fond? Ouais, alors en fait, on faisait un petit peu de tout, en fait, du ski de fond, du ski alpin. On allait dans les stations qui étaient à côté de nos écoles. Ouais. Et puis en fait, on faisait plusieurs disciplines. En fait, ils nous stimulaient un petit peu sur plusieurs disciplines pour qu'on sache un petit peu tout faire et qu'on développe un peu des aptitudes. Après, ça a été plus rapidement le ski alpin parce que j'ai plutôt intégré un club des sports en ski alpin. Mais ouais, j'ai fait un petit peu de ski de fond. C'était peut-être plus facile à mettre en place aussi avec des enfants, je sais pas. Ouais, j'imagine. Et tu te souviens à quel âge t'as commencé le ski alpin, du coup, et à quel moment tu t'as commencé à le faire à fond? Oui, alors le ski alpin, on a commencé, donc c'était jardin d'enfants classique, encore une fois avec l'école, donc à partir de la maternelle, quoi. Donc ouais, allez, 4-5 ans, je crois, à peu près. Comme les enfants qu'on voit sur les pistes tout au long de l'année. Ouais, j'ai l'impression que maintenant, ils commencent de plus en plus tôt. Ouais. 2 ans, ils sont déjà sur les skis. J'ai un petit neveu, cet hiver, il va y être, il aura pas encore 2 ans, quoi. D'accord, donc à peine il sait marcher, il y est tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, dès que tu sais tenir debout, en général, tu peux aller sur des skis. C'est un peu le concept. Mais oui, nous, on a tous appris à skier. Donc, il y en a qui ont fait du ski en compétition après, mais tout le monde sait skier dans la petite vallée du Beaufortin.
Ouais. Et toi, c'était quelque chose de très ancré dans ta famille? De très ancré, pas forcément. On sait tous skier. Ouais. Mes parents savent skier. Mon papa a fait plus de la compétition en ski nordique, justement. Ouais. Et ma maman était plutôt judokate. Mais elle est originaire de Chambéry, donc un petit peu plus loin des pistes. Mais en fait, je pense que l'activité physique et le besoin d'être dehors aussi, c'est quelque chose qui était, c'est ça qui était ancré dans ma famille plus que le sport en particulier, plus que la compétition et le club, quoi. C'était plus, l'idée d'être dehors et de faire quelque chose. Ouais. Je crois que vous êtes une grosse fratrie. Ouais, alors on est 4 enfants. Ouais. 4 enfants. Donc j'ai une grande demi-sœur qui s'appelle Aurore, qui a 5 ans de plus que moi, et Léo qui a 4 ans de plus que moi, et Alice qui a 2 ans de plus que moi. Donc on est 4 ans, 5 ans, donc on est très proches. Ouais. Okay. En âge comme en relation. Et plus jeune, vous entendiez bien? Bon, comme des frères et sœurs. Comme des frères et sœurs dans une grande fratrie. Ouais, c'est beaucoup chamaillé. On chamaille encore beaucoup, mais on est très proches et on partage énormément de choses. Ok, trop cool. Et à quel moment, du coup, le ski, ça a commencé à être quelque chose de sérieux, de prenant et à quel moment tu t'es dit, ok, bon, bah là, j'ai vraiment envie d'en faire une activité Ouais, alors en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi c'était plus la notion de partage, de plaisir, de retrouvailles avec les copains, plus que de la compétition. Et en fait vraiment le moment où ça s'est déclenché, c'était à mon entrée en 6e. Ouais. Donc j'avais l'âge qu'on a quand on rentre en 6e. 10 ans, ouais, 10 11, ans, 12 ans, ans. je crois. Ouais. Et en fait c'est la première année où j'ai pris ma licence en handisport, parce que c'était une des conditions pour que j'accède à la section ski-études du collège. Okay. Et donc en fait là c'était un premier engagement, quoi. C'était la découverte de ce milieu, du milieu du handisport, et puis un peu le moment où tu dis là par contre si je rentre à la section je m'engage dans quelque chose, parce que c'est quand même une dose de sport supplémentaire, c'est quand même un rythme aménagé, une scolarité un peu particulière. Ouais. Et donc tu commences, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des décisions en fonction du sport de compétition, et que ça allait imposer des choses qui ne le sont pas forcément d'habitude. Ouais. T'as évoqué plusieurs changements. C'était quoi les plus gros changements qui ont été peut-être, je vais pas dire difficiles, mais qui ont été les plus longs à accepter ou à mettre en place? Des changements de rythme de vie, Ah oui, de rythme de vie. En fait, au collège, c'était pas encore hyper compliqué. Ouais. Mais je me souviens, un mercredi, je rentrais de l'école le mercredi matin à midi, et il fallait qu'on parte à l'entraînement. Il faisait mauvais, et là j'étais fatiguée et j'avais vraiment pas envie d'aller à l'entraînement. Mais l'entraînement pour nous c'était 3 jours par semaine, et un petit peu plus parce que la section on skiait aussi des demi-journées dans la semaine. Et du coup c'est ça, c'est de se dire tu t'imposes déjà un rythme, et puis les mercredis après-midi où tes copains ils rentrent chez eux et ils font ce qu'ils veulent, et toi tu vas à l'entraînement, et il y a des jours où t'as vraiment envie, et ils sont majoritaires, mais il y a aussi des jours où t'as vraiment pas envie, mais en fait t'as choisi cette voie-là aussi. Donc mais après c'est la vie qui est comme ça, hein. C'est comme quand tu vas au travail et que t'es adulte, il y a des jours où t'as pas envie d'y aller, mais du coup c'est de te dire que tu prends des décisions qui vont forcément impacter tes plannings, et du coup c'est pas que tu auras moins de choix, mais en tout cas on va t'imposer des choses un petit peu plus, quoi, un petit peu plus force. Et du coup c'était plutôt ça, c'était des fois le rythme d'entraînement qui était pas forcément évident à accepter, parce que du coup à l'école primaire tu y vas le mercredi, le samedi, comme le sport, comme ton activité extrascolaire, quoi. Et là quand tu rentres à la section ski, t'as des entraînements un petit peu plus intenses et un petit peu plus nombreux, donc en fait dans mes souvenirs c'était ça qui est un petit peu plus compliqué. Puis t'as les entraînements sur les skis, et puis t'as toute la préparation physique aussi, donc c'est de te dire que là le sport fait vraiment partie de ta vie, quoi. En fait de ton. Et ça faisait quel volume du coup à peu près d'entraînement? Parce que je me rends pas compte la préparation physique, ce que c'est sur. Quand tu es petit au collège, c'est pas encore énorme. Mais c'est juste que par rapport à un élève qui a que des cours de PS, toi tu vas en avoir le double, parce que t'as aussi les créneaux avec la section. Puis c'est ce que je te disais, on avait 2 demi-journées dans mes souvenirs
de ski en plus dans la semaine. Donc par exemple, on y allait le mardi matin, le mercredi après-midi avec le club, le jeudi après-midi et le samedi dimanche. Donc au final, en hiver, on skiait beaucoup. Alors c'était super cool. Hein. Enfin, je veux dire, nous, on partait du collège, les autres étaient en études et nous on partait au ski, quoi. Donc c'était quand même beaucoup plus fun. Mais voilà, il faut que ton corps un peu s'adapte à tout ça. Et puis en fait, tu l'acceptes quand c'est vraiment ton choix aussi. Donc ça a été compliqué au tout début, mais en fait comme c'était mon choix et que personne m'avait forcé la main à le faire, en fait je savais pourquoi je le faisais aussi, quoi. Ouais. Puis je trouve quand t'es enfant, tu te poses peut-être moins de questions que quand t'es adulte. Tu vois, il y a un petit peu le côté voilà, j'y vais, c'est ma passion. Ok, c'est pas facile tous les jours, mais tu crées un rythme et tu te poses plus de questions. Plus trop de questions. Ouais, mais parce qu'en fait, on t'accompagne vachement, parce que t'as tes entraîneurs qui sont, voilà, qui gèrent tout. Enfin, tu vois, ce que t'as juste à faire, c'est d'aller au ski, quoi. Enfin, alors que quand t'es adulte, il faut réfléchir un peu à toute la logistique qu'il y a autour. Et puis, il y a aussi le fait que, en fait, t'es avec tes copains, quoi. Enfin, moi, je me souviens, on était 5 filles, 5 alpines du même club qui ont intégré la section. Donc, en fait, on se connaissait depuis qu'on avait 5 ans, 5-6 ans à peu près. Et donc, en fait, c'était aussi chouette parce qu'en fait on se suivait, quoi. Donc c'était pas enfin il y a ça aussi qui fait que c'est hyper motivant, quoi. C'est que en fait c'est des moments de partage avec tes amis. Encore une fois, on revient au partage, quoi, tu vois. mais c'est des filles que tu vois encore? Ouais, je les vois. Il y en a, on s'est un petit peu éloigné parce que du coup on a toujours pas le même rythme. Elles ont arrêté et du coup on se voit un petit peu moins, mais Lucie, par exemple, Lucie Picard, que je connais depuis depuis le tout début de ma formation sur les skis, en fait, on est très proches, on a été à l'internat ensemble au lycée et elle fait partie de mes meilleures amies. Ouais. Ok, trop cool. Tu te souviens un petit peu de quelle adolescente ou quelle petite fille tu étais? Ce qu'on disait de toi. Oui, alors j'étais sérieuse, vraiment. À l'école, j'ai beaucoup travaillé, je faisais pas beaucoup de folie. J'étais plutôt sage et concentrée. Et puis en fait, moi, ce qui s'est passé à mon adolescence, c'est que j'ai intégré l'équipe de France à 13-14 ans à peu près. Ouais. Et j'étais qu'avec des adultes parce qu'en handisport, il n'y avait pas encore cette relève. En fait, là maintenant, il y a une équipe jeune où ils sont à peu près tous du même âge. Moi, quand je suis arrivée à 13 ans, ils étaient tous majeurs. Et du coup, j'ai grandi. Je passais les 3/4 de mon temps avec des adultes parce que avec tous les déplacements, les entraînements, les compétitions, en fait, du coup, c'est assez important finalement. Je les voyais plus que ma famille, et donc en fait, mon adolescence, elle a été un peu rythmée par un rythme d'adulte, en fait. Donc du coup, on m'a dit. Voilà, que j'ai mûri très rapidement. Ouais. Ok, c'est marrant, c'est la première fois que j'entends ça, mais ça fait totalement sens, en fait. C'est pour un jeune en sport-études. Attends, 2 secondes. Je pose le micro. C'est possible de le faire un peu plus tard? De devant, ok, bon. Au pire, ça me fera du travail de traitement après. Ah, mon pauvre. Tu veux qu'on cache le micro comme ça? Non, c'est bon, ça me fera un petit peu plus de travail après, mais c'est pas grave. C'est le gros avantage du son, c'est qu'on peut faire du traitement. Mais ouais, non, du coup, excuse-moi, je reprends. Ça fait totalement sens, en fait, effectivement, de grandir avec des adultes, des gens qui sont un peu plus matures et que ça fait mûrir un petit peu plus vite. C'est la première fois qu'on le dit sur ce podcast, mais tel que tu le dis, ça prend tout son sens, quoi. Ouais, après, est-ce que c'est bien ou pas? Je pense que ça a développé en moi un caractère un peu fort. Ouais. Je le disais parce que des fois les gars de l'équipe s'en plaignaient, ils me disaient mais Marie, je dis mais je pense que vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même là sur mon caractère, vous faites quand même partie de ceux qui l'ont forgé. mais ouais, je pense que j'ai grandi très vite à partir du moment où j'ai intégré l'équipe. Mais bon, après j'ai grandi aussi avec des personnes qui étaient chouettes. Enfin, aujourd'hui c'est encore des amis et voilà. Je pense que ça. Enfin ouais, j'ai pas eu une adolescence classique, mais au final, voilà, ça m'a apporté énormément aussi. Donc j'étais plutôt une adolescente, une petite adulte. Plus qu'une adolescente. Sérieuse avec du caractère. Voilà, exactement. Volontaire. Avec le recul, il y avait des choses que tu vois un petit peu dans ton enfance et où tu te dis, quand tu regardes la petite fille que tu étais, est-ce qu'il y a des choses, des indices qui te font dire que c'était les prémices d'une championne et
et d'une sportive de haut niveau? Peut-être c'est plus une question à poser à tes parents. Oui, mais... c'est ça, c'est pas évident d'y répondre moi-même. Mais en fait, je revois nos parties de jeux de société avec mes frères et sœurs et j'étais souvent celle qui lâchait rien, quoi. Et alors, est-ce que c'est... Enfin, à la fois, c'est une qualité ou à la fois, c'est un défaut aussi parce que du coup, tu laisses rien passer. Mais je pense que ça fait un petit moment que je suis comme ça et du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir cette carrière-là, en fait, de rien lâcher, d'être à cheval sur tous les détails et d'être très perfectionniste. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà en moi depuis un petit moment, ouais. Ok. Mais il faudra que tu confirmes avec mes parents, mais je pense. Je leur passerai un petit coup de fil. Et t'as mentionné beaucoup l'entourage que t'avais jeune et un petit peu le pôle équipe. C'est quoi un peu la relation que t'as avec tes entraîneurs quand t'étais un petit peu plus jeune, et est-ce qu'elle a beaucoup évolué jusqu'à maintenant? Oui, alors c'est des relations qui sont jamais vraiment évidentes. Et en plus, quand je suis arrivée dans l'équipe, c'était pas encore le handisport, il commence juste à se professionnaliser, à se mettre en route. Enfin, finalement, on est en décalage énorme avec les sports valides qui sont déjà plus installés. Et donc, c'est ce que je te disais. En fait, moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule mineure. Et donc, l'encadrement n'était pas forcément adapté autour de moi. Et tu pouvais pas non plus en vouloir aux entraîneurs de pas pouvoir forcément être hyper protecteur avec moi parce qu'ils avaient 15 autres athlètes à gérer et que voilà. Et donc en fait donc ma maman m'a beaucoup accompagnée sur les courses nationales parce que j'étais petite, que j'avais pas le permis et qu'il fallait quelqu'un qui qui m'accompagne. Donc maman m'a beaucoup accompagnée donc quand j'étais au club des saisies et puis après sur le circuit national des coupes de France. Et puis dès que je suis passée à l'international, du coup que je partais en déplacement assez long avec l'équipe, et j'étais accompagnée par mon papa en fait qui venait, qui avait un rôle de Sherpa, en fait, on les appelait comme ça. C'est des personnes qui accompagnent l'équipe et qui aident souvent les personnes en fauteuil pour porter le matériel et en fait qui sont un petit peu des assistants. Et donc mon papa nous accompagnait dans ce sens-là, et puis aussi en tant que mon papa quoi, qui était là pour me protéger. Il dira, en fait, récemment on a fait une interview pour la télé et donc ils ont interviewé mes parents, donc j'ai plein de trucs à dire parce que je me souvenais pas forcément, et donc ils me les ont remémorés. Mais tu vois, ils disaient que la première fois que j'étais partie avec l'équipe toute seule, j'étais rentrée, j'avais dit que j'avais froid en fait, et j'avais 13 ans, et en fait les coachs étaient pas forcément là pour me mettre une veste en plus, et moi j'étais pas encore tout à fait grande pour me débrouiller toute seule à moins 20 degrés sur un glacier, quoi. donc du coup, c'est à ce moment-là où il a dit on peut pas trop la laisser partir encore longtemps comme ça toute seule s'il n'y a pas cet encadrement-là. Et en fait, ça a été aussi hyper confortable pour moi d'avoir ce soutien-là. Et puis ça fonctionnait pas trop mal, quoi. Et puis à partir du moment où j'ai grandi, il a petit à petit un peu lâché le truc, et donc à 15 ans, voilà, j'étais prête à voler de mes propres ailes dans cette équipe, quoi. Mais il y a eu cette petite transition. Et puis avec les entraîneurs, oui, on a grandi. Au début, c'était vraiment mes mentors. En fait, moi, je les écoutais, je discutais pas trop. Et puis au fur et à mesure, tu prends un petit peu confiance aussi. Et puis voilà, t'as appris des choses aussi. Ton sport, t'as des compétences nouvelles dans ton sport. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans une discussion. Et moi, il m'impose rien. En fait, on est toujours en train d'en discuter. Parce que j'ai un avis à donner aussi, donc sur ma préparation on est beaucoup plus en échange en fait, plus que dans une relation où quand t'es petit avec ton entraîneur, il te dit de faire ça, tu le fais parce que de toute façon t'es un enfant et que t'as pas t'as pas l'expérience qui justifie la discussion. Et du coup c'est hyper les relations sont hyper chouettes parce que du coup c'est vraiment une relation de construction ensemble, quoi. C'est plus que dans un sens, quoi. C'est pas entraîneur-entraîné, c'est c'est un duo. Ouais, exactement. Okay. Du coup, c'est assez important. Hein. Ok, trop cool, génial. Et du coup, t'as mentionné 15 ans, un petit changement. Je crois que tu fais tes premiers jeux à 16. Oui. Ouais, à Vancouver. Oui. Tu fais 2 4e places en plus et t'es hyper jeune. C'est à ce moment-là, tu réalises un peu l'ascension. L'échec. Non, l'ascension fulgurante, quoi. Ça va super vite. Ouais. Ça a été hyper rapide parce qu'en fait, du coup, j'étais en seconde. Ouais.
C'est juste, donc ça, en fait, ça a mis 4 ans, clairement, parce que j'ai fait mes premiers championnats de France, la saison des Jeux de Turin, donc en 2006. Donc en fait, c'était vraiment pile 4 ans. Enfin, mon évolution en e-sport a été vraiment, voilà, entre ces 2 jeux-là. Et en fait, j'étais dans le rythme. Tu commences par les courses nationales, tu te sélectionnes en équipe, donc tu pars sur les coupes d'Europe, tu fais des points en coupe d'Europe, du coup tu pars en coupe du monde, alors j'avais pas fait les championnats du monde avant les jeux. Donc en fait les jeux c'était vraiment mes tout premiers gros événements. Et c'était une saison qui était pas mal parce que j'avais quand même gagné le globe de slalom cette année-là. Et j'avais été une des seules à battre la Canadienne Lauren Wollstonecraft qui fait les 5 médailles d'or aux Jeux de Vancouver. Donc j'étais arrivée à Vancouver avec un potentiel médaillable assez important, mais aussi tellement petite et jeune et sans expérience que du coup c'est ça qui a pris le dessus. Mais en fait ça m'a pas semblé si court cette ascension parce que en fait j'avais ces étapes hyper définies qui ont fait que en fait j'ai passé toutes les étapes quoi. J'en ai pas grillé une quoi. Je suis pas passée du circuit national au circuit international en 2 secondes. Enfin voilà, ça a été rapide, mais j'ai quand même passé toutes les étapes et du coup je pense que ça m'a permis de quand même de construire tout ça assez sereinement. Et après, Vancouver, là, c'était peut-être un peu tôt. C'était un peu tôt, mais parce que je pense que après, j'étais pas forcément j'étais pas partie à la recherche de l'expérience des autres non plus. On était, c'est pas facile les jeux à appréhender. Et moi, je me suis un petit peu brûlé les ailes cette année-là parce que en fait, comme c'était mes premiers gros événements, je savais pas l'ampleur que ça pouvait avoir en fait. Et je me souviens du premier départ où il y avait une caméra qui était à 1 mètre de ma tête, ça m'était jamais arrivé et ça m'a énormément perturbée. Enfin, c'est des choses voilà, nous, le circuit en dit maintenant commence un petit peu à se démocratiser, il commence à y avoir un petit peu de monde en bas des courses, il commence à y avoir des caméras en live, mais ça c'est tout nouveau, ça fait 2 ans même pas, donc voilà, en 2010 on en était très très loin et c'était vraiment que au jeu qu'il y avait toute cette organisation autour, donc moi j'ai atterri dans ce monde merveilleux et qui est en fait hyper déstabilisant quand il est pas préparé. Ouais, j'imagine, ça devait être hyper troublant, quoi. Et du coup, t'as évoqué un peu de frustration. Effectivement, 2 fois 4e, tu vois, t'es au pied du podium. Qu'est-ce que tu te dis en rentrant? Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Parce que, effectivement, t'as dit que tu t'étais un peu brûlé les ailes, mais il y a plein d'ados qui s'en seraient peut-être pas remis, tu vois. Et oui, mais comme j'étais déjà une petite adulte. Non, je sais pas, mais je pense que, j'avais cette maturité. Et puis aussi c'était à la fois tout à l'heure je te disais que c'était pas passé si vite que ça et en même temps comme c'était passé vite j'avais encore le temps donc en fait je pense que j'ai réussi un petit peu à relativiser en me disant que c'était qu'une construction, que ça faisait partie des étapes à passer aussi et t'as besoin de passer par des échecs aussi pour te construire. Enfin au final moi si je fais un flashback sur ma carrière, je me dis que Vancouver c'est très bien que ce soit passé comme ça parce qu'au final si j'avais fait des médailles là-bas ça aurait été les autres auraient peut-être eu moins de saveur, je sais pas, j'aurais peut-être pas construit ma carrière de la même façon et je pense que Vancouver ça a été ce petit élément déclencheur, ce petit truc qui m'a donné la niaque pour la suite et en fait c'est hyper violent mais en même temps ça te permet aussi de te poser des bonnes questions, quoi, de te dire bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal, où est-ce que je vais, est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que j'en suis capable, si tout arrive vite et facilement, en fait tu suis le flow et c'est pas toi qui prends les décisions, quoi. C'est pas que tu subis parce que si tu fais des médailles tu subis pas, hein, tu profites, mais mais voilà, pour moi Vancouver ça a été hyper formateur en fait et dès l'année d'après où il y a eu les championnats du monde j'ai pas refait les mêmes erreurs, quoi. Il y a des trucs que tu as changé dans ta préparation ou dans ta façon d'aborder des courses? Ouais, alors le plus gros truc qui s'est passé après Vancouver, c'est l'arrivée de la prothèse. En fait, jusqu'il est sans prothèse. On avait fait des essais au club valide avec pour adapter un 2e bâton. Ça a été un échec total, mais en fait c'est bizarre parce qu'on avait l'impression que c'était par manque de solution des entraîneurs du club en fait qui savaient plus trop quoi me faire pour que je puisse progresser techniquement et pour eux le seul moyen c'était que j'ai un 2e bâton en fait et on a essayé, ça a vraiment pas marché, je l'ai pas du tout supporté
Et puis en fait ça c'était avant mon arrivée en handisport, parce que du coup en handisport dans ma catégorie je peux skier qu'avec un bâton, donc en fait c'était la question se posait plus quoi. Okay. Et je pouvais pas m'entraîner avec 2 bâtons et skier en compétition avec un seul. Mais voilà, après les Jeux, on a fait un petit retour et on s'est dit peut-être que là, il faudrait qu'on développe quelque chose qui me permettra de passer certains stades techniques. Et donc, j'ai fait faire une petite prothèse de ski chez Chablouz Orthopédie, chez mon prothésiste qui équipe pas mal d'athlètes en France maintenant. Et donc ça a été le plus gros changement en fait. Et alors le plus gros changement du coup physique, mais aussi un peu psychologique. Parce qu'on en parlait avec en fait moi j'ai jamais eu de prothèse de vie, mes parents m'ont jamais mis de prothèse toute petite, moi je l'ai jamais demandé parce qu'en fait j'ai ce petit doigt qui est hyper agile et qui me permet de faire beaucoup de choses assez précises, et en fait si tu mets une prothèse ça me handicape vraiment, tu en peux fait plus l'utiliser du coup. Oui, exactement. Et en fait tu vois ma sœur, tu te dirais et en fait il aurait fallu que je vienne avec toute ma famille pour cette interview. Mais ma sœur te dirait qu'en fait elle s'est rendue compte que j'étais handicapée le jour où il a fallu m'ajouter quelque chose, parce en fait elle s'est dit mais il lui manque quelque chose si on a besoin de lui ajouter cette prothèse. Et en fait ça a été un peu cette prise de conscience, mais qui a pas été traumatisante, mais quand même quoi, on s'est dit là pour continuer à progresser il faut compenser quoi. Et du coup ça a été un peu là qu'il y a eu cette prise de conscience du handicap. Mais voilà, moi je l'ai vraiment pris comme un outil de travail quoi, comme une paire de skis que tu prépares un peu différemment. Là j'avais cette prothèse, donc c'était vraiment un outil de travail, et c'est la première chose que j'enlève avant mes chaussures de ski, et les chaussures de ski sont loin d'être confortables, donc c'est te dire. c'est vraiment quelque chose que je mets vraiment que sur les skis. Ouais, et c'est marrant parce que dans une interview que j'ai vue de toi, il y a une journaliste peut-être un petit peu maladroite qui te parle effectivement de ton handicap, tu vois, et toi tu lui dis mais au final c'est génial parce que c'est ça qui m'a permis de rentrer dans le monde du handisport, et que c'est un monde qui toi te plaît énormément. Et enfin j'ai trouvé ça très beau la façon dont tu l'as dit, de dire que ça t'a permis, que c'était pas un frein, tu vois, d'être avec les valides, mais que c'est quelque chose qui t'a permis d'aller dans un autre univers qu'on connaît pas, qui est moins médiatisé, tu l'as dit, où il y a pas les caméras, et qui te convient mieux quoi. Donc... Oui, exactement, mais je le dis parce que j'ai un petit handicap qui finalement mon handicap pas tant que ça dans la vie de tous les jours, parce que j'ai grandi avec, parce que c'est un handicap de naissance. Du coup moi j'ai pas connu autre chose en fait. Peut-être que ce qui serait un handicap aujourd'hui, c'est de me rajouter 4 doigts qui seraient là et je saurais pas quoi en faire quoi. Parce qu'il y a vraiment peu de choses sur lesquelles je me dis ça je peux pas le faire parce que j'ai que ce petit bras là. Donc en fait c'est pour moi c'est qu'une différence, et en fait c'est cette différence qui m'a permis tout ça, ce qui est pas forcément le cas sur des handicaps qui vont être plus lourds, qui vont être consécutifs à des accidents. Donc c'est voilà, moi je peux avoir ce discours là parce que j'en ai jamais souffert, et parce qu'il a toujours été accepté par mon entourage, parce que moi je l'ai toujours accepté, et du coup c'est un discours qui est hyper positif parce que ce handicap a jamais été négatif en fait. Et c'est vrai que il m'a ouvert des portes. Là dernièrement j'ai dit ça, et c'est vrai que c'est une petite clé quoi. Ce petit doigt, c'est une petite clé qui m'a ouvert des portes que j'aurais jamais ouvertes avec 10 doigts, et c'est comme ça que je veux le voir, et c'est comme ça que je dois le voir, parce que c'est vrai en fait. Et mon arrivée dans le milieu du handisport, en fait, ça m'a surtout donné du temps en fait, parce que le milieu du sport valide, c'est intransigeant, et c'est sélectif très tôt, très jeune. Et moi j'étais pas mûre à l'âge où il aurait fallu que je le sois pour commencer une carrière internationale avec eux. Et c'est voilà, il y a tellement de monde que les sélections sont hyper rudes, et en fait moi le handisport, comme il y avait moins de monde, et ben ça m'a permis de prendre le temps de progresser et d'arriver au bout des choses que je devais faire dans ce sport là en fait. Donc ça m'a, en fait, le handisport m'a offert du temps quoi, du temps et de la tranquillité aussi quoi, de la tranquillité d'esprit, où dès l'entrée au collège, pour mes collègues c'était c'est hyper sélectif. Là, le lycée, après, j'ai intégré le lycée d'Albertville, qui dépend de la Fédération française de ski. Et sur l'ensemble des athlètes, enfin, des skieurs, donc, dans la France entière de l'année 94, ils étaient 15 à entrer dans la classe, quoi. Donc moi, j'étais la 16e, mais c'est parce que j'étais en handisport et que j'avais pu faire cette performance-là, et qu'on m'avait laissé le temps, 4 ans avant, d'évoluer dans la section avec eux. Et du coup, pour moi, le handisport, ça m'a vraiment offert ce temps-là, en fait.
Et finalement, ouais, c'est quelque chose de hyper précieux et que tu es su en tirer un bon atout, de profiter un petit peu des années. Ouais. Complètement. Et puis, c'est dur parce que du coup, tu te dis qu'il y a plein de jeunes à potentiel, mais qui sont pas forcément mûrs à temps. Bon moment, et du coup, on entre guillemets brise leur carrière, mais c'est aussi c'est compréhensible aussi parce que tu peux pas là au lycée prendre 60 athlètes. Parce que c'est des structures qui demandent d'avoir un accompagnement hyper individualisé et donc il y a besoin de faire des sélections, mais je pense qu'il y a des jeunes qui skient extrêmement bien mais qui mettent plus de temps à skier extrêmement bien et du coup qui ratent des étapes comme ça, et donc c'est vrai que moi j'ai eu cette chance là. Ouais, c'est vrai, c'est très intéressant même, tu vois, à tous les niveaux, je trouve, ce que tu viens de dire, parce que il y a plein de grands champions qui se sont révélés très tard et qui n'ont pas forcément qui n'étaient pas forcément les champions qu'on attendait d'eux à 15 ou 16 ans, et à l'inverse il y a plein d'espoir, tu vois, à 15 ou 16 ans qui derrière mais s'écrasent un petit peu plus, donc ouais. Et tu penses qu'il y a des choses un petit peu à revoir dans ce mode de sélection, ou il y a des choses à revoir, mais c'est vraiment pas facile. C'est pas, bien sûr on pourrait dire c'est injuste, et puis bien sûr qu'il y a des carrières qui sont brisées trop jeunes, mais c'est comme une blessure quoi. Il y a un moment donné où des fois c'est la blessure qui décide aussi de la carrière que tu feras. Moi j'ai eu la chance de passer au travers jusque là, et du coup de pas avoir de saison blanche. Alors c'est une chance, et à la fois là je dirais une petite saison blanche là pour faire un petit peu de repos. Pourquoi pas. Non, je rigole, mais c'est vrai que en fait c'est comme ça quoi. Et c'est vrai que nous, on a ce fonctionnement-là en France. Je pense qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à faire un petit peu évoluer sur les sélections, il y a des chances qui pourraient être un petit peu plus laissées. Mais après, il y a toujours le nerf de la guerre qui est le financement. Et donc, c'est ce que je disais, là, la structure de la fédération, tu peux pas financer une classe de 60 élèves, et encore 60, je sais même pas pourquoi je dis ce nombre-là, parce qu'il faudrait beaucoup plus de place si on voulait laisser la chance à tous les athlètes. Donc, t'as raison, ouais. Donc c'est une grande question, c'est pas facile, et dans tous les cas tu sais que, puis en fait c'est pas évident parce que t'es aussi dans cette période de l'adolescence où tu sais pas comment l'adolescent va devenir adulte en fait, donc tu sais pas physiquement, il y a beaucoup de transformations qui font que ça influe forcément tes performances, donc par rapport à ça tu peux pas, c'est difficile d'imaginer quel skieur telle personne va être dans 5 ans quand il aura 20 ans alors qu'il en a 15 aujourd'hui, qui fait 1m60, peut-être que dans 5 ans il fera 1m90, c'est pas c'est pas évident, mais c'est sûr il faut pas arrêter de se poser des questions sur le fonctionnement des sélections, parce que c'est vachement important de laisser des chances, mais il faut trouver les solutions qui le permettent. Ouais. Bah moi j'aime beaucoup. Je pense on a des choses à tirer un peu du modèle américain, tu sais, avec les universités, les bourses et tout, parce que je pense que effectivement ça peut laisser des fois des places, tu vois, à des sportifs qui se révèlent plus tard, à 22, 23 ans, et en même temps qui peuvent continuer leur parcours scolaire. Bon, je dis ça, j'y suis pas. Mais là, nous, en tout cas dans le ski, il y a des structures un peu privées aussi. Donc le problème, c'est que c'est hyper sélectif parce que ça coûte assez cher. Donc c'est souvent les enfants ou les parents qui ont les moyens de financer ces structures-là qui y sont. Mais ça permet à la fédération de faire sa sélection un petit peu plus restreinte et de mettre des financements sur des athlètes à fort potentiel actuellement. Mais ça permet quand même derrière d'avoir un petit coussin avec des athlètes qui continuent à se former et qui peuvent se révéler un petit peu plus tard aussi. Donc ça c'est une idée, mais bon là il y a quand même quelque chose qui fait que la sélection se fait plus par l'argent finalement. Mais il y a des choses, je pense qu'il faut regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Je pense que dans le système américain, il y a des très bonnes choses à prendre, des choses peut-être qui sont moins intéressantes. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas arrêter de se poser des questions sur ce système-là, et puis essayer de piocher un peu partout et de faire quelque chose de bien. Ouais, c'est clair. De toute façon, après, on est, je pense, dans une époque où on revient énormément sur l'éducation même des enfants en général, et sur l'éducation en général. Là, on voit beaucoup, tu vois, d'écoles, on parle de Montessori, des éducations un petit peu alternatives. Donc, mais complètement, c'est exactement là, on parle du sport de haut niveau, mais finalement, dans le milieu scolaire, il y a beaucoup de choses qui bougent aussi, parce qu'on se rend compte que tout le monde n'apprend pas de la même façon, mais ça veut pas dire que certaines personnes sont plus intelligentes que d'autres, en fait. D'ailleurs, il y a eu un article dernièrement qui
qui est paru là-dessus sur le fait que c'était pas forcément ceux qui avaient les plus gros diplômes qui étaient les plus intelligents, qu'une personne qui était capable de monter sa société à 21 ans était peut-être plus apte à faire de grandes choses dans sa vie. En fait, je pense qu'on fonctionne aussi sur un système qui est hyper basé sur les diplômes en fait, alors qu'un diplôme représente pas forcément l'intelligence de la personne, parce que peut-être qu'il y a une personne qui est extrêmement intelligente mais qui est pas du tout adaptée au système scolaire et universitaire qu'on a ici. Donc en fait c'est ça, c'est de savoir comment on peut adapter à tout le monde. C'est pas évident aussi. Mais on pourrait disserter pendant 2 heures sur ce sujet. Si tu veux, je le clôt, mais je le clôt sur un bouquin que j'ai lu récemment. Si le sujet t'intéresse, ça s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. C'est un grand chercheur en neurosciences et un psychanalyste. Il est prof dans toutes les grandes universités américaines et il a écrit un bouquin qui est génial. Et en fait, le but de ce livre, en fait, c'est de faire comprendre un peu que les grands hommes, hommes ou femmes, peu importe, ils sont surtout, c'est leur capacité à s'entourer. En fait, à s'entourer pas forcément de 20 000 personnes, mais s'entourer de 1, 2, 3. Et il montre le cas de Einstein et d'autres chercheurs qui étaient tout aussi brillants que lui, mais en fait, lui, il était capable de nouer quelques relations qui lui ont permis de faire connaître son travail et d'accélérer son travail, de trouver des financements. Il parle de certains hommes politiques, de certains entrepreneurs, de certaines sportives, tu vois. Enfin, il y a tous les hommes et femmes, il y a tous les parcours, même Cléopâtre aussi. Enfin, tu vois, et c'est génial. Donc, si le bouquin t'intéresse, il y a plein de choses à dire. Mais c'est la même idée que le staff. On en parlait tout à l'heure du staff autour d'un athlète, quoi. Si t'es capable d'avoir un staff avec lequel tu fonctionnes bien, ça change tout. Et même d'une équipe, d'une émulation dans l'équipe. Enfin, en fait, d'avoir des athlètes autour de toi qui peuvent t'aider à te faire progresser. Moi, je vois que là, actuellement, dans l'équipe, il y a vraiment on a des niveaux, on est assez proches, mais il y en a qui vont faire des étincelles à 5 d'un coup sur des chronos, et du coup, en fait, on peut tous aller chercher dans chacune des disciplines. Moi, je vais peut-être être meilleur dans une discipline, quelqu'un d'autre dans l'autre, et en fait, du coup, tu tires un peu la bourre, et c'est hyper formateur, et tu progresses vachement plus vite là-dedans que sur une équipe qui est moyenne, qui essaye pas de se stimuler. Donc, c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est l'entourage très proche qui te permet de repousser tes limites. On sent que ça te stimule beaucoup, l'entourage et les gens avec qui tu partages tout ce que tu vis. Je crois que c'était en Corée, tu as été porte-drapeau, l'équipe de France. C'est quand même un symbole des gens qui sont un peu leaders, qui ont un peu de cette personnalité-là. C'est quoi ton rôle aujourd'hui dans l'équipe de France et comment est-ce que tu te positionnes un petit peu par rapport à ça? Parce que j'imagine que t'es de plus en plus médiatique, t'es dans une association aussi, on en reparlera après, mais c'est par rapport à l'équipe, c'est quoi un peu ton... Je pense que j'ai toujours ce rôle-là. En fait, depuis Sochi, on était plusieurs leaders. Il y avait Vincent Gauthier-Emmanuel, il y avait Solène Jean-Baquet qui avait fait une carrière exceptionnelle. Enfin voilà, on était plusieurs athlètes à être expérimentés, enfin même eux étaient plus que moi, mais qui avaient fait des médailles. Donc en fait on était tous leaders dans nos disciplines et dans nos relations, en fait, parce qu'on avait des façons des fonctionnements différents chacun. Et donc on partageait ce leadership, et en fait ils ont décidé d'arrêter tous en même temps à peu près. Et donc forcément moi j'ai été un petit peu projetée sur ce rôle-là, un peu toute seule. Il y a eu cette désignation du porte-drapeau en Corée qui a été à la fois dans les petits papiers depuis un petit moment parce que du coup j'étais la dernière à être médaillée quasiment des Jeux. Donc voilà, c'était pas que c'était naturel, parce que en fait même moi la décision j'ai mis du temps à la prendre dans ma tête. Mais voilà, c'est un statut qui est pas évident en fait, parce que du coup t'es forcément la porte-parole de l'équipe aussi. Donc si t'as une présentation d'équipe, tu sais que tu vas avoir le micro à un moment donné, donc il faut assumer ça, faut être à l'aise avec ça aussi. Et puis là, actuellement, il y a des très bons athlètes dans la délégation, enfin dans la commission, que ce soit en alpin, en nordique ou en snowboard. Donc il y a des leaders par discipline à peu près. Et nous, même en ski alpin, on est encore plusieurs à être multimédaillés. Il y a Arthur Bauchet aussi qui est multimédaillé. Donc en termes de résultats, moi j'ai un palmarès plus étoffé, mais voilà, on a chacun des choses à s'apporter. Mais il y a le fait que je suis la plus vieille, en fait, enfin la plus vieille, mais pas en âge, en fait. La plus, du coup la plus, ouais, mais non, mais il y a encore des athlètes qui sont plus âgés que moi, mais en fait là actuellement
il y a plus d'athlètes qui étaient à Sochi. Donc en fait, il y a dans l'équipe 2 athlètes qui ont vécu les Jeux Plusieurs jeux avec moi. Okay. Et ils en ont vécu qu'une édition pour l'instant. Et donc en fait, je suis celle qui a le plus d'expérience. Donc je reste encore leader par rapport à ça, je pense. Et donc ouais, c'est bizarre. Moi, j'aime pas trop le dire, tu vois, parce que pour moi c'est pas vrai, et parce que moi pour moi il y a toujours une notion de partage beaucoup plus large. Mais en fait, on a toujours besoin d'avoir un chef de file en France. Je sais pas comment ça se fait, mais on a toujours besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit désigné chef de file, leader et capitaine. Ouais. Alors avant, on faisait des élections. On avait des élections de capitaine d'équipe. Et du coup, on a arrêté parce que il semble naturel à tout le monde que je le sois, et moi je l'assume pas. Enfin, donc en fait, maintenant on est plus dans une discussion ouverte, et moi je leur ai dit je veux pas être la porte-parole de toute l'équipe, quoi. Et je pense qu'on est tous suffisamment grands maintenant pour parler chacun de nos problèmes, et donc j'ai ce rôle de référente plus que de leader. Je pense que c'est plus ça, tu vois. C'est plus où ils vont venir vers moi pour avoir un échange d'expérience plus que le besoin d'un guide, quoi. Ouais, bah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, si, c'est bon, c'est pas très clair. Non, mais enfin, t'as tout à fait raison sur le fait que on est souvent obligé de trouver de mettre un peu les étiquettes sur des gens, de savoir un petit peu qui est le porte-parole, qui l'est pas, et des fois le leadership, c'est quelque chose de plus incarné, tu vois, c'est plus quelque chose que tu vis, et t'es pas obligé de le revendiquer et de mettre une étiquette dessus, tu vois. Et effectivement, tu vois, il y a des gens qui vont être vachement à l'écoute, d'autres qui vont beaucoup parler, et ça peut être deux leaders, ça peut être des leaders à leur façon, certains des leaders dans l'écoute, d'autres dans la façon de parler, d'autres dans le fait qu'ils agissent, tu vois. Donc je vois un peu ce que tu veux dire. Donc toi, c'est plutôt le rôle d'aller chercher un peu du conseil, de l'expérience, et je pense que c'est là-dedans que je suis la plus confortable, quoi. Ok. Enfin, et tu te sens peut-être la plus légitime aussi. Exactement. Okay. C'était tout à fait le mot que je cherchais. Bon, j'ai lu dans tes pensées. J'ai vu aussi que depuis un moment maintenant, tu es la marraine d'une association. C'est très commun dans le milieu du paralympisme, ce l'est beaucoup moins, en tout cas pas assez, je trouve, dans le milieu du sportif valide. Tu peux nous parler un petit peu de cet asso, parce que je trouve c'est très important d'en parler et de mettre un peu ce que tu fais en valeur et la cause que tu défends. Oui, alors je suis la marraine de l'association Pour que Lana gravisse sa montagne. Okay. En fait, j'ai été marraine du Téléthon en Savoie, plusieurs éditions. Et donc j'ai rencontré beaucoup de familles d'enfants malades, handicapés, lourds. Et donc j'ai commencé à en suivre certaines en fait sur les réseaux sociaux, parce que je trouve ça incroyable. Enfin, c'est le courage, le dévouement et l'optimisme en fait des parents, il est assez exceptionnel. Et du coup, je trouve que c'est des gens qui méritent tout notre soutien et notre respect pour leur engagement auprès de leurs enfants et leur dévouement. Et donc je suivais la page de la petite Lana, et puis en retour des Jeux de Sochi, j'ai reçu un courrier en fait de ses parents qui sont agriculteurs dans dans la vallée à côté de la mienne, et donc en fait on avait beaucoup de points de commun, quoi. On était des voisins, on avait le même rythme de vie en fait, parce que voilà, l'agriculture c'est quelque chose de particulier chez nous, mais voilà, qui rassemble beaucoup de valeurs en fait. Et donc j'ai été hyper touchée, et en fait pour moi c'était tellement naturel d'accepter d'être la marraine de l'association. Et puis en fait on s'est rencontrés, et ouais, en fait c'était une évidence. C'est vraiment des gens avec qui on a des choses à dire et à partager. Et donc Lana, elle a un handicap assez lourd. Et en fait ça demande beaucoup d'adaptation à ses parents, des adaptations dans leur maison, enfin voilà, en fait ce qui est terrible, c'est qu'un enfant malade, c'est violent, c'est soudain souvent. Enfin là c'était à la naissance, Lana allait bien jusqu'à ce qu'elle naisse en fait. Et du coup c'est dur, et en fait c'est toutes les conséquences tout ce qui en découle qui est encore plus violent, parce que là ça demande des financements mais énorme, et bien plus que pour l'éducation d'un enfant en bonne santé. Et en fait il
il y a beau avoir certaines aides, en fait, il y aura jamais assez pour soutenir financièrement la famille et puis psychologiquement aussi. Et du coup, ses parents, ils se démènent pour faire des événements, pour rassembler un petit peu du monde autour de l'ANA, pour être entourés, pour aussi avoir du soutien. Vraiment, le soutien psychologique, je pense que c'est hyper important pour eux aussi, qu'ils soient reconnus pour tout ça, et puis qu'on les accompagne, qu'on les soutienne et qu'on leur donne de l'amour et de l'attention, quoi, et puis du respect aussi. Et donc voilà, moi j'essaye de les accompagner au mieux. Je suis présente sur pas mal de leurs manifestations. On a créé un petit truc de crochet aussi avec des collègues d'équipe. En fait, moi je crochette depuis quelques années et puis avec un autre collègue d'équipe, Johan, qui a appris. Du coup, j'ai fait crocheter des garçons dans l'équipe. Okay. Et en fait, on avait équipé toutes nos familles en bonnet, bandeau, et un jour on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas rendre ça un petit peu plus utile? Et donc en fait, dans les bus, dans les déplacements, on perd beaucoup de temps, et donc là on a décidé de le rentabiliser, et donc on crochette des bonnets, des bandeaux qu'on vend sur Facebook, sur Ski et Cro, et en fait les bénéfices sont directement reversés aux associations. Donc c'est une petite part qui est reversée à l'ANA, mais c'est finalement, en fait, la saison dernière, c'était drôle parce que, non, je sais pas pourquoi je dis c'était drôle, mais en tout cas, voilà, on a vendu des bonnets et en fait, Fanny, la maman de Lana, a fait un parallèle du nombre de séances d'ergothérapie que ça payait à Lana, et je sais plus combien c'était, je crois que c'était 24 ou 25 séances d'ergothérapie pour Lana, avec les ventes de bonnets et bandeaux, et en fait, ça m'a fait tellement plaisir, parce que des fois c'est dur d'être la marraine et puis d'être un peu loin, de pas toujours pouvoir être là, et moi j'aimerais toujours faire plus pour eux, et en fait ça c'est un moyen que j'ai trouvé pour pouvoir apporter vraiment quelque chose de concret à Lana et à sa famille, et du coup c'est trop chouette. Moi ça me fait énormément de bien de rendre cette carrière qui est un petit peu individuelle et égoïste, parce que c'est le ski et que on est tout seul sur les planches, les médailles c'est les nôtres, mais en tout cas de pouvoir transformer cette carrière en quelque chose de comment dire, de productif et de positif, quoi, pour les autres aussi. Et du coup, tu t'en vends encore là, ou est-ce qu'on redirige les auditeurs là, si jamais ils ont envie de... Ouais, alors en fait ça va recommencer en décembre, je pense, à peu près. Donc c'est sur Facebook, c'est Ski et Cro. Voilà, et donc on vend tout là-bas. Il n'y a pas de site internet, c'est la boutique de la page qui fonctionne. Génial. Premier arrivé, premier servi. Et puis voilà, il y a un montant minimum, les gens donnent souvent plus, et puis moi je m'occupe des envois, et puis voilà. Mais en fait c'est un tout petit truc, mais c'est chouette. Moi je suis contente aussi. Et donc là je vais essayer de développer des ateliers aussi. Donc s'il y en a qui veulent venir apprendre à faire du crochet, faut pas hésiter, ce sera certainement à Beaufort, voilà. Donc vous pourrez même acheter du fromage, c'est super. On va lier l'utile à l'agréable, et génial. Bon, en tout cas, je suis content qu'on en ait un peu parlé, parce que tu vois, je trouve qu'il y a encore peu de sportifs qui s'investissent autant dans le temps, et en fait ce qui est pas évident, et je pense que c'est notamment la raison pour laquelle c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est que en fait, quand tu dis oui à une association, il y en a, en fait, t'as toujours des demandes, et c'est dur de devoir dire non. Et moi, l'ANA, ça s'est fait parce que vraiment, on avait vraiment beaucoup de choses en commun, et en fait, ça a été très naturel, mais je pourrais être la marraine de 15 autres associations, mais encore là, il faudrait que je puisse être présente de la même façon, et tu peux pas tout mener de front, quoi. Il y a que Marie-Amélie qui arrive à tout faire en même temps. Mais voilà, moi, je préfère privilégier l'ANA et pouvoir être au maximum présente pour elle, plutôt que d'additionner les parrainages et les marrainages de certaines associations. Et je pense que c'est le cas de pas mal d'athlètes, et je pense que, en fait, soit tu fais le choix d'en accompagner une, mais t'es assez clair sur le fait que c'est celle-là parce que, ou soit tu fais le choix de pas accompagner, mais de soutenir différemment la cause, tu vois, plutôt sur des associations peut-être plus grosses, plus générales, d'avoir des actions un petit peu différentes, des interventions par exemple, et pour pas faire de différence, quoi. C'est mais tu sais que ça arrive même aux donateurs, on va dire particuliers comme moi. J'ai eu la chance de revendre ma société il y a pas longtemps, et j'ai gagné un peu de sous, et j'ai fait un gros don à une association qui me tenait à cœur, et dans le mois qui a suivi, j'ai reçu énormément d'appels, de courriers, de choses comme ça, et du coup j'en ai parlé autour de moi,
et un ami, lui, je crois, c'était une comment on dit, j'oublie c'est à mon tour de manquer le mot, mais il y avait eu un décès dans sa famille et il a récupéré un peu d'argent, il en a fait un don. Et effectivement, lui, lui est arrivé la même chose, et l'association lui avait dit qu'effectivement, ça se faisait en fait de s'entraider entre associations et de se faire passer des fois les contacts. Donc, et c'est normal parce qu'en fait, finalement, il y a encore trop peu de gens qui donnent, ne serait-ce qu'à une cause. Bon, c'est mon petit coup de gueule de la journée, mais on attend trop de l'État de régler tous les problèmes, et il faut commencer par être solidaire entre nous et s'aider entre nous, et puis peut-être que l'État interviendra à un moment ou un autre, quoi. C'est sûr. Après, c'est sûr que du coup, ça t'oblige à faire des choix parce que tu peux pas soutenir toutes les causes. Donc, exactement. Tu dois. Donc voilà, c'est des choses qui doivent venir du cœur. Et moi, voilà, clairement, Lana, ça venait vraiment du cœur. Et d'ailleurs, je te remercie de me permettre d'en parler un petit peu aujourd'hui. Oh, bah, tant mieux. Mais non, mais ouais, il faut faut faire des choix. Il faut avoir de l'impact sur des choses que tu connais, que tu maîtrises. Et tu vois, moi, le don que j'ai fait, je l'ai pas fait. Je le dis, hein, je l'ai pas fait pour des petits enfants qui peuvent être en Afrique ou en Asie, mais je l'ai fait effectivement pour une association du quartier qui aide les gens qui dorment dehors en bas de chez moi, des gens à qui je donne 1 euro, 2 euros de temps en temps, mais en fait avec qui j'ai pas le temps de leur faire à manger, et il y a des bénévoles qui s'en occupent, et je préfère ces bénévoles que je connais et ces gens, je sais ce qu'ils font, ils sont en bas de chez, tu vois, ils sont dans mon quartier, et au moins je vois l'impact que ça a, tu vois. Et du coup c'est important de le faire pour des petites structures comme ça, quoi, tu vois. Et bon, je vais changer un petit peu je cherchais une transition, mais j'ai pas réussi à trouver. J'ai vu qu'il y a deux jours, du coup c'est tout frais. T'avais annoncé que tu allais faire des courses parmi les valides cette année. Et je vais mettre une deuxième question dans ma question, que tu avais un petit peu atteint ton quota de compétition, et que il y avait que peut-être que maintenant tu voulais sélectionner un petit peu cette année. Ouais, en fait c'est quelque chose auquel j'ai toujours répondu non. Parce que souvent on me posait la question, c'était est-ce que en fait c'est pas est-ce que tu veux faire des courses chez les valides, c'est qu'en général la question c'était et par rapport aux valides, où est-ce que vous vous situez. Et aujourd'hui je vais aller faire des courses FIS, et c'est pas dans ce but là, en fait cool. C'est pas de savoir ce que je vaux par rapport à eux, j'en ai rien à faire. Enfin, il y a un handicap, il y a une différence, donc c'est sûr qu'il y a une différence aussi au niveau du temps, au niveau du chrono. J'ai aucune idée de la différence exacte qu'il y a entre un coureur valide et moi. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie d'aller chercher. En fait, l'année dernière, ça a été une saison qui a été difficile psychologiquement pour moi. C'était le retour des Jeux. Il y a eu beaucoup de sollicitations sur la période entre du coup les Jeux et le début de la saison. Donc j'ai enchaîné les entraînements juste en cochant les entraînements que j'avais fait, en disant ça c'est fait, toujours sans vraiment être vraiment dans le truc. Et du coup la saison qui s'est déroulée a été usante parce que j'étais fatiguée, et parce que en fait j'avais pas envie de me faire mal cette année-là, parce que j'avais besoin de couper un petit peu. Et donc il a fallu un petit peu réfléchir à la suite, à savoir si je voulais continuer, si j'arrivais à me projeter sur Pékin, parce qu'après Sochi c'était assez clair que la Corée c'était évident. Là c'était pas le cas pour la Chine, en fait. Pour 2022 ça me semblait tellement loin. Me dire mais là encore 4 ans de compétition, enfin comment je vais arriver à trouver de la motivation. Et donc en fait ça a été ça la remise en question du printemps, c'était de trouver un peu les nouveaux challenges qui allaient pouvoir me motiver. Une grosse coupure en été, parce que normalement tu skis l'été, hein. Je crois que tu fais des stages. Alors là on a quand même skié au mois de juin, mais j'ai coupé juillet-août. J'étais à la maison, j'ai fait que de la préparation physique vers chez moi, et c'était hyper bien, hyper ressourçant. Et du coup je suis arrivée en septembre reboostée, et voilà, on s'était dit qu'il me fallait en fait de nouveaux concurrents. C'était pas de forcément aller chez des valides, c'était plutôt des nouveaux concurrents, un nouveau circuit, de fonctionner un petit peu différemment, de casser un peu la routine, et puis peut-être moi je pense aussi un petit peu personnellement, c'est pas très exprimé, mais c'est aussi d'être un peu à l'abri, parce qu'en fait j'ai l'impression que chaque course que je fais en handi, je suis exposée aux médias, je suis jugée sur ce que je fais, et en fait là d'aller faire des courses FIS classiques lambda, ça va me permettre de faire mon ski en compétition, de répéter des départs,
mais comme un entraînement, quoi, et de pas être forcément regardé, jugé et commenté, quoi. Et du coup, je pense que c'est un petit peu ce que je vais rechercher là-bas. Et puis c'est aussi me permettre d'aller repousser un peu des limites, de me confronter à d'autres personnes. Ça va me bousculer, et je pense que c'est ce que j'ai besoin pour trouver aussi de nouvelles progressions dans ma discipline. Ok. Puis c'est aussi l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux univers, nouvel écosystème. Ouais, tout à fait. Bon, il se trouve que du coup, il y a des nouvelles concurrentes qui arrivent sur mon circuit en Andy aussi. Donc en fait, il y a beaucoup de nouveautés. Donc je pense que je vais être bousculée cette année. Il y a des très bonnes skieuses qui arrivent aussi. Et à la fois, je pense que l'année dernière, ça m'aurait vraiment fait peur, en fait, de me dire que j'étais pas forcément capable de rajouter encore une couche d'entraînement, de rajouter encore une couche de motivation. Et en fait, là, je trouve que c'est assez stimulant. Et donc, je pars pas vraiment sur des objectifs de saison. Là, je vais faire certains choix sur le calendrier. Je vais pas faire toutes les Coupes du Monde, donc je pourrais pas forcément jouer tout le général et tout ça. Mais au contraire, plutôt construire sur 3 ans, en fait. Que toutes les courses là sur les 2 saisons qui viennent, ce soit des répétitions pour les Jeux. Et que l'année des Jeux, ce soit vraiment le point d'orgue, en fait, de ma fin de carrière, quoi. J'aimerais, en fait, trouver un peu de légèreté dans tout ça et plus arriver à mettre des enjeux, des objectifs sur chaque course, sur chaque saison, pouvoir un petit peu relâcher et chercher d'autres choses un petit peu plus profondes et sur un objectif à plus long terme. Ok, trop cool. Et t'as mentionné un petit peu ta fin de carrière. Toi, pour avoir parlé du coup à beaucoup de sportifs, un peu ce qui se dit hors antenne, c'est qu'on n'y pense pas toujours, tu vois, quand on est dans le feu de l'action. Et là, j'ai vu qu'il y avait une journaliste qui t'avait demandé récemment si tu pensais, je crois que c'était en début d'année à la télé, et qui te demandait si tu pensais, et tu disais que t'avais beaucoup d'idées de projets, mais que t'avais pas encore choisi un peu ce que tu voulais faire. Est-ce que tu peux nous dire un peu les idées que t'as ou alors toujours vraiment... pas très précisément. Non, en tout cas, moi, j'y pense. En fait, je pense que c'est mentir de dire qu'un athlète ne pense pas à son après-carrière, parce que c'est quelque chose qui est vertigineux, qui est effrayant, et c'est un peu le grand vide, hein, le jour où tu dis j'arrête, t'arrêtes quelque chose que t'as fait depuis tant d'années, moi ça fera du coup une 15aine d'années. C'est quelque chose qui est hyper rythmant aussi. Moi là, je sais pas exactement mon planning, mais je sais que de décembre à avril, faut pas me parler. Non, c'est pas qu'ils vont pas me parler, mais je suis en compétition. Je sais qu'avril-mai, c'est un petit peu plus cool, mais il y a toutes les sollicitations. Je coupe en mai, et puis derrière, tu vois, t'as les entraînements. Donc en gros, c'est ton programme de l'année, il est quasiment fait, quoi. Enfin, t'as pas de grosses précisions, mais en tout cas, t'as un rythme qui est assez décidé. Et puis le jour où t'arrêtes, du jour au lendemain, qu'est-ce que tu fais en septembre, tu sais pas, alors que normalement en septembre tu pars à Ushuaia pour faire un stage d'entraînement. Enfin, du coup, c'est effrayant, parce que t'arrêtes quelque chose que t'as toujours connu et qui t'a toujours guidé dans ta vie. Donc c'est effrayant, c'est le grand vide. Il y a forcément une petite dépression. Qu'elle soit longue, courte, il y a toujours cette ce petit deuil à faire de tout ça, parce que c'est quelque chose à laquelle tu tournes le dos et c'est terminé. Donc forcément tu y penses, tu la prépares à peu près au mieux de ce que tu peux, et en même temps c'est pas évident, parce que tu peux pas non plus y penser, préparer la suite tout en continuant, parce qu'en fait en pensant à tout ça, ça te décroche un petit peu aussi de tes performances, de ce que tu dois mettre en place. Le ski, tu dois être à 200%, enfin le sport de haut niveau, tu dois être à 200% tout le temps. Donc si tu penses à l'après, ça te décroche une petite partie de pourcentage, et du coup t'es peut-être un petit peu moins performant. Donc il faut réussir à allier un petit peu tout ça. C'est une préoccupation, et du coup il y a des choses qui doivent se mettre en place autour de ça quand même pour te soulager et t'apaiser un petit peu autour de cette décision. Et du coup moi en fait, c'est une vie qui est hyper remplie, hyper riche en rencontres, en échanges, et en déplacement. T'es rarement chez toi, t'as un rythme assez soutenu, toujours dans les sacs. Et du coup, moi, quand je pense à l'après-carrière, je me dis, en fait, je rêve de 2 vies, quoi. Je rêve d'une vie où tu restes à la maison, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus saine, beaucoup plus posée. Ouais. Et à la fois, je me dis que je serais incapable de rester chez moi un mois sans rien faire. Enfin, pas sans rien faire, mais en ayant des horaires de bureau, en m'asseyant sur ma chaise dans ma salle tous les jours. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui me fait peur aussi. Donc, je pense qu'il va falloir que je trouve un mix entre les deux, entre quelque chose de
moins ambitieux et en même temps qui soit quand même stimulant, quoi. Ouais. Donc autour de ça, il y a pas mal de choses qui se décident. Tu peux être plus ambitieuse. Tu sais, il y a des trucs à faire. Ouais, non, mais c'est pour ça. Mais je pense que il y a les deux, quoi. Il va me falloir quand même un aspect un petit peu ambitieux parce que j'aurais besoin de stimulation pour compenser un petit peu ce vide. Et en même temps, je pense que ce qui me pèse le plus aujourd'hui dans ma carrière, c'est les déplacements, donc il faudra qu'ils soient un petit peu réduits quand même. Ok, bon, bah on pourra en reparler. J'ai plein de tips à te donner si tu veux. L'heure tourne beaucoup et du coup j'arrive aux questions de la fin. C'est une dizaine de questions. Tu peux répondre de manière très très courte en un mot ou détailler un tout petit peu plus. Mais à chaque fois, ça plaît beaucoup aux auditeurs. C'est quoi une bonne journée pour toi? Alors ma sœur dernièrement m'a dit que elle le soir elle faisait un petit retour sur sa journée et elle ressortait quelque chose de positif, quelque chose qui s'était passé de bien, parce que des fois tu finis ta journée sur une note négative alors qu'en fait le matin il s'est passé un truc super chouette, mais sauf que tu l'as oublié. Et du coup c'est ça, ce serait une journée où tu te couches et tu repenses à un truc chouette qui s'est passé dans ta journée, quoi. Il y a toujours quelque chose de chouette qui se passe dans une journée. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un très bon exercice d'ailleurs. Du coup, je m'y suis mise et je la remercie parce que c'est chouette, ça fait du bien. Moi, j'en ai écrit 20. J'écris 20 choses qui m'ont plu. Donc toi, ça peut être un sourire, un jus d'orange, tu vois, des choses, mais c'est super bien. C'est quoi ton meilleur souvenir de ta carrière? Je crois savoir la réponse. Mon meilleur souvenir de carrière? Ouais, alors c'est vrai que elle est pas très originale. Parce que tout le monde, je pense, la connaît, c'est la première médaille au jeu. Mais je vais l'expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que c'était pas forcément le moment où je l'ai gagnée, c'était le moment où on me l'a remise et que j'ai vu le regard de ma famille, en fait. Ouais. J'avais ma famille, mon équipe qui était dans le public et en fait, je voyais que. Et en fait, c'était ce moment de partage et d'émotion qui était. Moi, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux quand j'en parle, mais c'était hyper fort. Enfin, j'ai vu mon père et mon frère pleurer, qui sont des baraques et qui pleurent peu. Et du coup, il y avait une émotion qui était vraiment forte ce jour-là. Mais c'est un truc de... Je suis en train de pleurer devant le micro. Mais ouais, c'était hyper fort. Et puis en même temps, il y avait cette joie immense et ce grand vide de te dire, mais là, en fait, c'était l'objectif de ma carrière, quoi, de gagner une médaille au jeu. Qu'est-ce qui se passe demain, quoi? Puis demain, il y avait une autre course, donc il fallait y retourner. Donc en fait, c'est un mélange d'émotions qui est hyper violent et hyper fort et hyper grisant. Ok. C'est quoi le pire souvenir du coup? On va sécher les larmes. C'était pas longtemps après. C'était sur le slalom de Sochi. En fait, tu vois, typiquement, voilà, Vancouver, pour moi, c'est pas un mauvais souvenir. Mais Sochi, ce slalom là où c'était ma discipline, j'ai fait n'importe quoi, mais je m'en voulais, mais tellement. Tu fais une sortie de piste, non? C'est ça? Ouais, quatrième porte, un truc ridicule, mais parce que c'était des conditions particulières, que c'était pas des conditions dans lesquelles il fallait engager, il fallait juste réfléchir, être intelligent, arriver en bas. Et en fait, moi, j'étais au jeu, je voulais jouer et j'ai fait n'importe quoi. Je suis sortie et j'étais bête. Mais j'avais juste envie, c'était de remonter, de reprendre le départ et de recommencer parce que je dis, mais là, t'as fait n'importe quoi. Ouais. Bon, ça va, c'était quand même des jeux. Oui, après, ils étaient bien réussis, mais c'était pas chouette. Ok. C'est quoi la meilleure ambiance que t'aies vécue? C'était Alors il y a deux, je sais pas, j'arrive pas trop à choisir, mais c'était à la fin des Jeux de Corée, en fait, le soir de la cérémonie de clôture, on s'est tous retrouvés avec la délégation et nos familles au Club France, et en fait c'était la délivrance, les Jeux étaient terminés, et en fait tout le monde était si heureux, on avait fait des Jeux incroyables, et en fait on était tous là, tous ensemble, et c'était hyper chouette. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié parce que les Jeux, c'est 10 jours où, en fait, on est à bloc. Moi, je cours le premier jour, j'ai couru le dernier jour et du coup, tu lâches rien, quoi. Et là, c'était enfin fini et on était tous heureux, tous contents et on a tous fêté ça ensemble. Et le lendemain, on a fait donc les familles étaient parties, on a fait un restaurant avec toute la délégation. Donc là, vraiment que la délégation. Et on a passé un moment hyper fort et hyper riche en souvenirs aussi. Et j'étais super contente d'avoir réussi à fêter ces Jeux de cette façon-là avec eux parce que en fait, ça m'avait manqué à Sochi. Ouais. Ok, génial. T'es une idole sportive? J'en ai beaucoup trop pour être rapide à répondre à cette question. Non, mais il y a beaucoup de grandes sportives françaises ou étrangères. Je trouve que on peut toujours être qu'inspiré par ces femmes et même par ces hommes qui décident de prendre ces chemins-là. Il y a beaucoup de belles valeurs qui sont transmises par des beaux athlètes. Et donc, je veux pas en citer une. Donc voilà, je ne les citerai pas, mais je pense à plusieurs. Ouais. Ok, ça marche. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans?
On a déjà un peu parlé, mais Ouais, je j'aime me bien. vois dans le... Donc, pour quand même avoir un bout de réponse à ta question, je me vois dans le Beaufortin. Ok. J'ai du mal à m'imaginer m'installer ailleurs. Mais voilà, je pense que je serai en mouvement, mais j'aurai toujours une base là-haut. Ok, trop cool. Est-ce que y a encore des choses qui te font peur? Toujours. Toujours, allez. J'ai toujours peur de tout, moi. Non, je suis pas quelqu'un de très sereine et j'ai peur. À la fois, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la blessure qui pourrait être presque un soulagement certaines fois, mais ça m'effraie parce que c'est quelque chose qui est tellement pas drôle et qui est tellement violent et qui est compliqué, quoi. C'est pour un sportif, quand tu te prépares, c'est l'année des Jeux, c'est terrible. Ouais. La peur de la blessure, l'année des Jeux, c'est Ouais. affreux. Tu te prépares pendant 4 ans, tu te blesses et voilà, quoi. Super. Merci, J'imagine. au revoir. Non, ça, c'est quelque chose qui est assez effrayant. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou un article que tu recommandes tout le temps? Non, mais alors, y a rien d'exceptionnel dans ce film, mais on est à l'approche de Noël et en fait, ce film, je sais pas, il me met dans un petit moment dans un petit cocon. Souvent, on le regarde justement avec Lucie, ma copine du ski, et c'est Love Actually. Ok. C'est pas un grand film, mais tu vois, c'est ces films que t'apprécies de partager. Et je pourrais citer les films aussi. Souvent, on se fait un petit Disney à Noël sous la neige, sous le plaid avec ma famille. Tu vois, en fait, c'est pas forcément le film, le livre, mais c'est le partage que t'as autour de ces moments-là, en fait. Ok, trop cool. Avant-dernière question, si tu pouvais te donner un conseil à toi juste avant les Jeux de Vancouver, et que tu pouvais être une petite souris et te glisser dans le creux de ton oreille et te dire un petit conseil à la jeune athlète que tu étais à l'époque, tu te dirais quoi? Beaucoup trop de choses. Non, mais je me dirais détends-toi et profite, quoi, parce qu'en fait j'étais vachement crispée, j'avais mis trop d'ambition et en fait faut pas oublier que les jeux c'est quand même justement un jeu, quoi. Il faut aussi en profiter, quoi. Enfin, faut pas se stresser, en fait tu réinventes rien, quoi, au jeu. Voilà, c'est pas là où tu vas réapprendre à skier, quoi. Donc fais ton ski et tu verras bien. Ok, trop cool. Bon, la dernière question que je pose à tout le monde, du coup, c'est est-ce que tu pourrais me citer un sportif et une sportive à interviewer du coup sur ce podcast? Ça peut être des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. Oui. Alors, une sportive, je t'enverrai bien vers... C'est compliqué, je pourrais t'en donner plusieurs. Vas-y. Moi, j'aimerais bien que tu ailles voir Alizé Baron, qui fait du ski cross. C'est une chouette personne. Ok. Donc, Alizé Baron. Perrine Lafont, parce qu'elle est fun. C'est vraiment quelqu'un qui est chouette. Et elle a pas mal de choses à raconter. Elle est fraîche et je trouve elle renvoie une super image du sport féminin. Ok, trop cool. Et après, un sportif... Je précise hommes et femmes parce qu'à chaque fois on me recommande des hommes. Et ah ouais, j'ai un gros problème et moi je veux faire un homme. 15 femmes. Non, moi vas-y, je pense que tu peux, parce que là du coup je t'ai parlé de skieuses, enfin de valides. Après j'ai plus de relations avec des sportifs divers, donc c'est pour ça que je vais quand même te parler. Vas-y, avec grand plaisir. Mais Benjamin Davier. Ok. Parce que Benjamin c'est un peu une brute comme ça et en fait il a vraiment une histoire, une belle histoire et des belles valeurs, et donc je te conseille d'aller le voir et de le rencontrer parce que trop cool. Ça racontera des chouettes choses. Génial. Mais en tout cas, merci beaucoup Marie. Merci à toi. J'ai passé un super moment et je te remercie infiniment pour ton temps. Merci. Salut. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!